Votre émission Adrénaline Gascogne vous est présentée par le Centre Leclerc de Mont-de-Marsan. Alors, on va revenir sur les écarteurs, les sauteurs, justement, et les cordiers. Parce que écart, on a compris, sauteur, on sait. Le cordier, finalement, c'est presque l'homme le plus important de toute cette histoire. Je crois qu'il ne faut pas dire ça. Je crois que tout est important. Depuis le vacher, parce que je vais vous expliquer très rapidement comment ça fonctionne chez moi. Je rentre le troupeau de vaches qui va courir. Je trie les vaches qui vont courir. Une fois qu'elles sont triées, je les amène au parc où elles vont être embarquées. Et après, c'est mes vachers qui s'occupent de tout. J'ai des vachers extraordinaires, la famille de l'église, la famille de Junca, c'est eux qui prennent la responsabilité à ce moment-là. Ils s'occupent, ils emboulent, ils choisissent la bonne corde, mais pas n'importe quelle corde. Hein, si vous avez un chapeau qui vous tombe sur les yeux, ça ne va pas aller. Et si vous avez un chapeau qui vous reste sur la tête, ça ne va pas non plus. Donc il faut choisir la bonne tétière, la bonne corde. C'est pour ça qu'ils marquent toujours le nom de la vache sur la corde, pour ne pas se tromper. Et ensuite, évidemment, c'est tout un levant. Parce qu'une vache qui sort pour la première fois, c'est là que c'est capital. C'est là qu'il faut avoir de très bons entraîneurs. Car la vache ne connaît pas. C'est la première fois qu'on l'attache. Il faut savoir qu'au départ, quand j'ai pris la gare derrière, tout le monde attachait les vaches par le cou. Alors évidemment, c'était plus facile pour mettre la corde. Mais un jour, je me suis dit, mais voyons, si toi on t'attache avec une corde ici, tu es habitué à être tenu là. Mais si demain on te met une corde là et on te tire, ça ne va plus aller, tu n'es pas habitué. Alors j'ai fait faire des espèces qu'on appelle les estacs, des cordes avec un œillet qui attache la vache à un camion, ce qui fait que la bête, déjà dans le camion, déjà, elle est attachée comme ça. Et ensuite, quand elle jaillit dans la piste, c'est là qu'il faut que l'entraîneur ait l'œil. Parce que quand la vache arrive, elle veut partir à gauche, tu la lâches pas. Elle veut partir à droite, tu la lâches pas. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Elle ne comprend pas. Alors elle devient désordonnée, elle se défend, elle dit non, je ne suis pas d'accord. Alors que le bon entraîneur, il voit que la bête, il la laisse partir, tant pis. Mais il a vu comment il fallait la lâcher. Et quand elle revient, hop, pip, pop, la vache ne va pas être réalisée. Et puis une fois qu'elle va avoir fait 5-6 départs, il va lui falloir 5-6 départs quand elle a jamais la corde, minimum. Si elle a de la qualité, elle a compris. Elle revient d'elle-même et hop, elle tourne. Et petit à petit, elle finit par se remettre exactement comme on veut qu'elle soit. Et après, il y a le cordier. Alors le cordier, ça c'est le plus difficile. C'est le plus difficile dans la mesure où un cordier doit avoir une grosse connaissance de la course, obtenir la confiance des écarteurs, car le rôle du cordier, paradoxalement, c'est uniquement de maintenir la coursière le temps de l'écart sur sa trajectoire initiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un cordier, il doit laisser la vache le plus libre possible jusqu'au dernier moment, et au moment précis où la vache va anticiper pour aller attraper l'écarteur, c'est là qu'il donne le petit coup de corde. Mais si il a peur, il ramasse, il tend la corde un peu avant, la vache se sent attirée, hop, elle part de l'autre côté. Donc un cordier peut faire une grande vache ou il peut tuer une grande vache future. C'est très très compliqué. Et après il faut un coup d'œil extraordinaire, car ces écarteurs qui, par le mouvement de son corps, par ses jambes, c'est le clignotant en quelque sorte. S'il met la jambe là, c'est qu'il tourne par là, ou l'inverse. Donc, ça va très vite. Tu tires pas. Il faut vraiment une grande habitude et beaucoup de sang-froid. Et tout ça fait qu'à la fin, c'est noté. Alors cette année, ça a un peu discuté dans les chaumières sur les notations. Il y a eu un peu... Comment vous vivez ça? Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce qu'il faut revoir la notation ou pour vous, savez, ça fonctionne bien? Je fais rire tous les gars de ma quadrilla quand je leur dis, j'ai appelé une vache réaliste. Bon, alors le cordier, Bernard Savant me dit, oh, tu vas trouver un autre nom, oui, me dit, parce qu'elle va faire une grande vache réaliste, ce n'est pas un nom pour une vache. Si, parce que quand je la vois tous les jours, je me dis, Michel, il faut être réaliste. Parce que l'idéal, on cherche à s'en rapprocher, mais c'est comme la ligne d'horizon. Plus tu avances, plus l'horizon recule. Et l'idéal, c'est pareil. Évidemment, dans ma tête, c'est ça qui est très important. Tu fais une liste de vaches de 12 vaches pour une course. Tu te fais ton cinéma.
Tu te dis, celle-là, un tel va l'écarter, celle-là, un tel va l'écarter, celui-là, il va la sauter. Bon, bref, t'as ton schéma déjà dans la tête. Et puis la course commence, et tout passe à l'envers. Celui qui devait l'écarter, n'écarte pas. On devait la mettre là, on ne le fait pas. C'est très difficile. Et le problème, c'est que les gars, quand ils rentrent dans l'arène, bon, quand tu as une grosse expérience, tu arrives à être toujours les idées claires, mais c'est vrai qu'il y a la peur qui est dans l'arène, il y a la peur dans ce cercle, putain de cercle rouge, et ils perdent un petit peu tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'ils espèrent, c'est que ça se passe bien, que ça fait normal. Donc, c'est pour ça que cette année, il y a un jeune qui arrive, qui est le petit Laplace, hein, qui est un garçon extraordinaire. Hein. Il connaît la course par cœur, il a un certain inouï dans la course. Et c'est un garçon à qui je pourrais dire avant la course, voilà comment je vois les choses. Mais lui, parce qu'il sera là juste pour faire marcher la course, pour s'occuper de la rentrée des vaches, etc., faire le second, compagnie, homme de piste, et ça c'est très important, lui n'a pas la pression. Car lui, il n'est pas en contact direct avec la vache. Lui, il appliquera ou il fera appliquer ce qu'on aura décidé avant. Ça c'est très important. Parce que souvent on me voit rouspéter. Eh bien oui, rouspéter, pourquoi? Parce que je dis on fait comme ça, et ça ne se passe pas du tout comme ça. Alors ça me fait râler, voilà. Un râleur. On va quand même, parce qu'on va arriver vers la fin, on va revenir à vous. Parce qu'on a beaucoup parlé de vaches, on a beaucoup parlé de courses landaises. On sent votre passion en permanence. Avant de revenir, et on finira par ce que les gens pensent de vous, c'est toujours un moment intéressant, on va parler rapidement de l'évolution de la course landaise, si vous êtes d'accord. Aujourd'hui, tout va très vite, tout évolue, la technologie. Et est-ce que vous pensez que la course landaise doit bouger, rester dans ses normes, ou se réinventer comme ont essayé certains à travers des spectacles? Est-ce qu'il y a des choses à changer pour vous, ou est-ce que la nouvelle équipe de la fédération est sur un bon créneau aujourd'hui? Changer est un grand mot. Parce que les changements se font tout seuls. Souvent, on ne se rend même pas compte. Souvent. Mais la course landaise va avoir plusieurs problèmes. Cette année, il n'y a jamais eu autant d'écarteurs de bon niveau et haut niveau qui se sont retirés. Dans les années à venir, il y a toute une pléiade d'écarteurs qui va rentrer dans les 30-35 ans, pour les raisons que j'ai dit avant, ben, risque de dire, bon, je tire à ma révérence. Et malheureusement, l'école taurine qui fonctionne très bien ne fournira pas des écarteurs aussi vite qu'on le souhaiterait. Et le drame, c'est que ces jeunes qui sortent de l'école taurine, qui ont des qualités, qui sont champions des jeunes, je parle des écarteurs, il faut les laisser mûrir. Et le grand problème, c'est de voir ces anciens qui s'en vont. Car comme je vous ai dit, il y a chez nous, pas de code secret, mais il y a des choses que l'on respecte. Et si le maillon se casse, s'il n'y a plus ces anciens qui inculquent ces notions de course landaise à ces jeunes, ça sera terrible. Encore plus, peut-être que tout le reste. Et enfin, il y a toujours des générations spontanées, il y a toujours des écarteurs qui jaillissent, on ne sait pas d'où, comme Costa Ramon, comme Gauthier Labéry. C'est des jeunes hyper doués, mais ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Et quand ils arriveront à 30 ans, ce sera des vieux. Parce qu'on les voit depuis 15 ans déjà, à 30 ans. Est-ce qu'ils se lasseront pas aussi? Parce que prendre des coups tous les dimanches, c'est pas facile. Et enfin, le dernier point, c'est celui qui finalement, me préoccupe le plus, c'est le bétail. Car on ne se rend pas compte. Mais nous suivons inéluctablement, je ne vais peut-être pas me faire les amis, mais ça ne fait rien, beaucoup le disent, il y a une perte de race dans le bétail espagnol. C'est-à-dire que la corrida a évolué vers beaucoup plus d'art. Les Victorino Martini à l'époque faisaient le plein. Maintenant, les Victorino Martini ne font plus le plein. Parce que les gens veulent des jolies passes, veulent des trucs. Alors, finalement, les éleveurs espagnols, s'ils veulent vendre, il faut qu'ils élèvent le taureau que les vedettes veulent.
car c'est eux qui commandent. Si on dit à un toreur, voilà, tu vas venir à Dax, oui, le prix d'abord parce que c'est important, avec qui je vais torer, et quel bétail. Autrement dit, c'est la vedette qui va dire avec qui il tore, ou qu'il aimerait torer, et le bétail qu'il voudrait affronter. Donc automatiquement, je pense qu'il y a quand même une perte de race. Une vache comme Fédérale, qui était une oursis de ruine, c'était un lion. C'était un lion. Maintenant, on confond tout. Une vache attrape un écarteur, il est par terre, la vache le regarde comme ça. Mais elle n'a pas de race. Elle n'a pas de race. Ou alors, elle est en fin de carrière, et elle se dit, bon, le pauvre, je le laisse. Mais la vache méchante, c'est celle qui va aller chercher le gars par terre. Et là, c'est dangereux, car une bête peut faire plus mal avec les sabots, en piétinant, que finalement la corde qui est emboulée. Donc, cette perte de race me préoccupe beaucoup, car il ne faut pas oublier qu'actuellement, eh on se retourne vers la Camargue, où il y a de très bons élevages aussi, mais on va tous en Camargue, dont les prix flambent, alors qu'on ne devrait pas se permettre d'acheter des vaches à 1000 € la vache, ou à 800 €, c'est impensable. Et comment allons-nous faire dans quelques années? Si des vaches comme Sauter, des vaches comme Yeltes, des vaches comme d'autres galadères ont, Lorca d'Iris, ou Rupert d'Arlot, ou Bohéma de Cathy, c'est toutes les races espagnoles. Alors on me dit, oui, mais tu n'as qu'à faire de l'élevage. Alors je finirai là-dessus. L'élevage? Ah oui, mais quand tu mets le taureau sur une vache, tu prends 20 vaches, pour faire simple, tu mets un taureau, sur les 20 vaches, grosso modo, tu auras 10 mâles, tu auras 10 femelles. Prenons le mâle, la vache la porte 9 mois. Il est. Il y a deux solutions. Tu le tues à la naissance, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais ça, je ne peux pas le faire. Alors tu le gardes, mais tu le gardes jusqu'à qu'il ait 1 an et demi. Donc la vache est immobilisée encore jusqu'à que le veau ait au moins 15 ou 16 mois. Et après, tu le loues aux élèves des écoles taurines espagnoles pour 300 €. Mais c'est pas possible. Et la petite génisse qu'on parle, parce que si les services vétérinaires quand même étaient un peu compréhensifs, ces petits veaux qui ont un an, qui ont les cornes comme ça, très fragiles, on nous les fait passer dans le couloir de contention. Évidemment, ils se collent, truc, pam, ils se cassent une corne. Ça y est, il est fini. Il est fini. Donc c'est une difficulté qu'on ne peut pas imaginer d'amener une vache à un haut niveau. Avoir une corne d'or, je ne dirais pas que c'est un miracle, mais ça l'est quand même. Moi j'ai fait 25 ans chez M. Laroture, il n'a jamais eu une corne d'or. Moi j'en ai 7, je sais pas combien. Donc, il y a du travail, il y a de la chance aussi, il ne faut pas rêver. Après, ce qui m'a beaucoup aidé, au moins sur le plan financier, c'est que j'ai fait Interville pendant 20 ans avec Guilux, à la grande époque, Guilux, Léon Zitrone et toute la bande. Et là, je dois le reconnaître, j'ai gagné de l'argent qui m'a permis, bien entendu, d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. Voilà. On va finir. Parce que alors, on finit par quoi? Allez, on va regarder le regard des autres. Hein, si vous voulez. on va faire, justement, aujourd'hui, à 90 ans. Je même pas ouais, et on y va. Hein, comme vous dites. Attendez. C'est parti. C'est un homme qui est très bien, honnête avec tous les gens, que moi je courtois très bien, même encore lundi soir à Arzac. J'ai rien à lui reprocher. Il a été tout, il a tout fait. Il a sauté, il a entraîné, il a été teneur de corde, il est ganadère. Des gens comme ça, ils sont formidables. À 81 ans, qui fera le 14 décembre, je le respecte. Lagruna, c'est un grand monsieur de la course landaise. Pour moi, c'est le livre de la course landaise, cet homme. C'est un homme qui a débuté comme sauteur, qui est passé après écarteur, entraîneur, cordier, qui a œuvré énormément pour la Fédération française de la course landaise, qui a œuvré beaucoup pour les acteurs. Donc pour moi, c'est vraiment un monsieur. Pour moi, je dis Michel, s'il n'y avait pas Michel, il n'y aurait pas de course landaise, quoi. Parce que c'est un mec qui connaît énormément le bétail, qui apporte beaucoup sur le bétail, qui connaît son bétail
Et après, il sait gérer ses hommes, il a toujours su gérer ses hommes. Et pour moi, c'est vraiment, moi je dis toujours, c'est le livre de la course landaise, Michel Agruna. J'en profite, Christophe, hein? je vais vous montrer Christophe, parce que là, après, on arrive sur les plus personnels. Ces deux hommes, ils font pas partie de vos Canadairs, c'est des adversaires presque, qui disent on respecte l'homme. Christophe, il a fait 30 ans avec Après, voilà, il va nous le 30 dire, ans. ouais. Et je voulais juste, avant d'attaquer ça, dire, ils parlent tous d'être écarteurs cordiers, mais pour la petite anecdote, j'y tiens, vous avez été président de la fédération de la course landaise. Pas longtemps, Ça 24 heures. Ça a été pour moi, enfin, pour nous tous, un épisode un peu douloureux, puisqu'il y a eu 2 listes qui se sont constituées. Le président, qui était M. Franck Serve, avait démissionné. Et comme j'étais le plus ancien du comité directeur, eh bien, il fallait quelqu'un qui lève la séance, etc. Et bien, ils m'ont dit, ben voilà, tu vas être président pour lever la séance. Donc, je suis resté 24 heures président de la fédération, ce qui est quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc, on peut dire que vous avez tout fait. J'aurais tout fait, je pense. J'ai commencé il y a 35 ans. J'ai eu l'occasion d'écarter avec José Labatte, un grand Canadair, pendant 3 ans. Et puis, j'ai fait 30 ans chez Michel Agruna. Et très content aujourd'hui d'avoir connu et fréquenté ce personnage-là. Et aujourd'hui, j'ai arrêté la course, mais je me rappelle de ces 30 ans où j'ai passé de grands moments, de très grands moments avec Michel Agruna. Je commençais ma carrière, j'avais quelques dons, quelques talents, et Michel m'a fait découvrir tout ça. Voilà. Donc on a découvert ensemble, on a été complices pendant 30 ans. Et si aujourd'hui je suis 8 fois champion de France, c'est grâce à Michel, parce qu'il a toujours été derrière moi. Il m'a soutenu, il m'a encouragé, il m'a dit ce qu'il fallait faire au moment où il fallait. C'est le monsieur de la course landaise. On l'aime, on l'aime pas. Quand on est fort, on est jalousé. Et aujourd'hui, c'est le cas de Michel Agruna. Donc quand on travaille avec un monsieur comme ça qui termine voilà, sa carrière en tant que cordier et Canadair, c'est très compliqué. Parce qu'automatiquement, on va faire briller ses vaches, ce qui est normal, et on va faire briller la quadrilla aussi. Et moi, j'ai appris d'énormes choses à Michel Agruna. Il m'a permis de connaître des moments intenses. Il m'a dit ce qu'il fallait faire, parce qu'il savait, il avait confiance en moi. J'avais confiance en lui parce que je suis resté 30 ans chez lui, ce qui est vraiment très, je pense, très rare en course landaise. Si j'avais quelque chose à dire à Michel, voilà, aujourd'hui je suis parti dans un truc différent, voilà, je reste toujours à la course landaise. Mais merci monsieur Agruna. Oh, vous n'avez passé pas tous. On ne les fait pas tout. Allez, on va finir alors, on va conclure juste avec un regard féminin. La course landaise, oui. C'est un monde assez macho. Ah non, macho. Ça l'a été, vous savez, là, je crois qu'un jour, ça c'est pas prétentieux, hein, mais je mettrai tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai apporté, Le premier qui a fait monter une fille en formelle, c'est moi, avec Elodie Polito. Après, il y a eu Caroline Herbert. Hein, vous savez, alors, macho, je ne sais pas, parce qu'elle, c'est une fille qui a la mentalité d'un garçon et qui a le corps d'une belle fille. Mais dans son esprit, tout, elle est plus près du macho que de la femme. Elle l'a dit. On a fait une émission avec elle et elle reconnaît formidable. Michel Agruna, on va dire, c'est une grosse personnalité de la course landaise. Voilà, c'est, il me semble, un des personnages le plus connus de la course. Et on ne peut jamais passer à côté de lui. Voilà, si on parle course landaise, on en arrive toujours à parler de Michel Agruna, je pense. C'est un grand homme qui connaît beaucoup de choses. Je dirais même qu'il connaît presque tout, on va dire. Autant au niveau des vaches que des hommes. Voilà, il a beaucoup apporté à la course landaise et il apporte encore aujourd'hui beaucoup. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Finalement... D'accord ou pas, ça change quoi? Je pense qu'il facilite beaucoup de choses parce que il va être bien à tous les niveaux, au niveau des bétails, des hommes, des comités, de la fédération. Enfin voilà, il connaît tellement de monde, il a tellement vécu de choses en course landaise que lui, c'est toujours gérer le problème. Enfin, il a toujours une solution à tout et il est vraiment la personne qu'il faut aller voir si on a besoin d'un conseil, je pense. Il m'a permis d'écarter des cornes d'or et des taureaux. Voilà, enfin, j'ai un moment qui me reste gravé, c'est à Dax, j'écarte un taureau qui vient de chez Michel Agruna.
je sors un super écart. Et en fait, j'étais dans la piste, enfin, je passais dans le Cailleron. Et en fait, il m'attendait au bout du Cailleron, il m'a pris dans ses bras, il m'a donné la devise. Ça reste un moment fort pour moi. Expliquez-nous justement ce que c'est donner la devise. Oui, mais ça, c'est... je sais pas, je suis ému parce que c'est vrai que quand les gens parlent comme ça de toi, ben, ça te fait plaisir automatiquement. Il vaut mieux qu'on dise du bien que du mal. Mais bon, mais je crois que la course landaise vivra parce qu'il y aura toujours les passionnés. Mathieu Noguès qui arrive, Christophe Lacoste, Jean Aiguillon, des petits galadères. Mais vous savez, comme je dis toujours, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et les petits ruisseaux, mais des fois ils sont à sec, mais ils apportent toujours leur goutte d'eau. Et je crois que il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. On a la chance d'avoir... J'avoue que j'étais un peu sceptique. Le nouveau président fédéral que nous avons, ben, j'étais un peu sceptique parce qu'évidemment, il n'était pas du sérail de la course landaise comme l'était Gérard Darrigade. Donc j'étais un peu sceptique. Mais là aussi, j'ai rencontré un homme intelligent, très intelligent, qui a su faire à la part des choses, qui a su comprendre les choses et qui aujourd'hui mènera la fédération vers où elle doit aller. Ça, j'en suis absolument certain. Je ne passe pas de la pommade, je dis ce que je pense, je le maintiens, je persiste et je signe. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Oui. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps je vous en avec prie, nous, je vous en prie. de nous avoir fait découvrir la course landaise. Non, mais ça fait plaisir de parler, mais vous savez, la chose finalement que je n'ai pas dit, j'ai sacrifié beaucoup de choses, j'ai mangé beaucoup de couleuvres. À une époque, j'aurais sorti les gants de boxe, parce qu'étant jeune, je n'étais pas tendre. Ah, mais là, je te calme. Mais j'ai surtout eu beaucoup de chance. Raconter Guy Lux, vous vous rendez compte que j'étais l'un des rares qui tutoyait Guy Lux. Mais vous réalisez? Et pourquoi? Eh bien, parce que Guy Lux faisait parce qu'à l'époque, on faisait des courses à Royan. Là, je vais finir dessus très rapidement. Et alors Guy Lux venait depuis Paris, à l'avion, à Bordeaux, on l'a cherché en voiture et on l'a mené à Royan. Bon. Et après le spectacle, évidemment, moi je rentrais sur Bayonne. Alors, 2 ou 3 fois, il m'a dit tu peux me ramener Coco? Il m'a toujours appelé Coco, je sais pas pourquoi. Hein. Bon, bref, tu peux me ramener Coco? Pas de problème. Et là, la voiture, la 2e ou 3e fois que je le ramenais à Bordeaux, il m'a dit qu'est-ce que tu as? Oh, je dis mon âge, je ne me rappelle plus, 22, 23, je ne me rappelle plus. Et il me dit tu as l'âge de mon fils. Ah bon? Je dis ah oui. Oui, mais malheureusement, il s'était tué en voiture, tu sais. Et là, je ne sais pas pourquoi, je l'ai tutoyé. Tu vois? Il ne m'a jamais repris, rien, je l'ai toujours tutoyé. Et c'est l'homme que quand, parce que lui, attention, lui c'est un pro. Hein. C'est pour ça que moi je suis dur, parce que j'ai été à son école. Hein. Pendant 20 ans, tu te fatigues, ça t'action, c'est pas rien. Hein. Il faut marcher droit. Hein. Eh bien, il m'a fait gagner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Parce qu'il m'imposait. Les vaches, c'était à Grunant, et personne ne disait rien. Les camarades, quand j'étais avec mes vaches à Arles, à Nîmes, au Gros du Roi, là-bas, ils louaient des vaches 300 €. Non, c'était en francs, 3000 francs. Quand moi, je prenais 2 ou 3 faire 1 million. Là, c'est vrai, je vois. Hein. Non, j'ai gagné beaucoup d'argent, ce qui m'a permis, évidemment, d'acheter, de faire des trucs, des machines, bon, bref, d'investir, mais j'ai tout investi derrière. Voilà. Il faut avoir de la chance. Après, j'ai rencontré complètement par hasard aussi le grand matador Antonio Ordóñez. J'étais sauté à Bayonne pour un festival pour le cancer. Il m'a vu sauter. Il faisait le bicentenaire et 200 ans de la création des arènes de Ronda. Il m'a invité avec ma quadrilla à aller à Ronda. On a été à Ronda avec Ordóñez. C'est extraordinaire. Quand tu dis aux gens que tu étais avec Ordóñez, il m'a reçu comme un roi là-bas. Donc, la chance. Il faut avoir de la chance. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les récortadors, ils n'existaient pas avant. Maintenant, ça a pris une ampleur absolument phénoménale. Mais, à mon époque, en 70, quand je sautais à l'Espagne, parce que j'ai fait l'Espagne pendant je ne sais pas combien de temps aussi, eh bien, il n'y avait pas un jeune de la frontière Saint-Sébastien jusqu'à Saragosse qui sautait une vache.
Parlons pas des taureaux, pas un, pas un. Alors évidemment, quand on est en Espagne, on était les rois. Je faisais le saut d'arc, j'ai jamais vu ça. Bon, enfin, ça a été... J'ai toujours eu de la chance, voilà, jusque-là. La chance, on la provoque. Et finalement, est-ce que vous changeriez quelque chose dans votre vie? Parce que quand je vous entends, vous avez l'air d'être hyper heureux de tout, même des erreurs. Vous savez, être heureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une gentille copine, ça veut dire que tu as la santé, et ça veut dire que dans ce que tu entreprends, tu réussis à peu près. Voilà. Mais je sais une chose, ça je ne l'ai pas dit, je veux dire, je sais une chose, c'est que quand tu es en haut de l'échelle, tu ne peux pas aller plus haut. Donc tu ne peux que redescendre. Et il y a une chose que j'ai toujours remarqué, quand tu as une satisfaction, bon, tu as un emmerdement qui t'arrive en suivant. Tu n'as jamais que satisfaction, satisfaction. Tu fais... Voilà. C'est la vie. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.